Bonjour à tous. Dans cette vidéo numéro 12, je vais parler des effets pervers liés à l'usage de l'espéranglais dans les sciences et les techniques par les non-anglophones. Effet pervers numéro 8. Des conséquences désastreuses pour la francophonie. Pour le chercheur hollandais ou suédois qui vient dans un pays francophone du Nord participer à un congrès scientifique, le fait que la langue de travail et de publication soit l'anglais peut passer assez facilement inaperçu. Il en va tout autrement pour leurs homologues vivant dans les pays membres de la francophonie, en dehors de l'Europe francophone. Les chercheurs de ces pays, dont la proportion aux colloques scientifiques internationaux n'est pas forcément négligeable, ne représentent pas moins d'une quarantaine de pays. Le statut du français dans les pays de la francophonie est très variable. Très souvent, le français cohabite avec d'autres langues nationales ou officielles. Pour beaucoup de ces pays, le français a été adopté ou maintenu comme langue officielle ou nationale par choix délibéré, parce qu'il leur donnait une ouverture internationale. Dans les anciennes colonies françaises, le français ne s'est pas maintenu par simple habitude, mais par une volonté déterminée de l'élite intellectuelle et politique qui voulait conserver à leur pays une ouverture sur le monde grâce à une langue à laquelle ils conféraient un statut international. Un étudiant sénégalais de l'École polytechnique de Montréal nous l'explique. Je cite « Ce n'est pas à cause de l'existence de vagues ambitions néocolonialistes chez certains Français, ni à cause d'habitudes laissées par l'ancienne présence européenne, ni parce que la France peut, de temps en temps, peser dans la balance politique et économique de certains pays, que le français a été maintenu au Sénégal, au Gabon ou au Congo. Considérez l'immense Indonésie qui était colonie hollandaise et où le hollandais, en une génération, a presque complètement disparu. Le français a été conservé en Afrique noire parce qu'on estimait que, sans effort supplémentaire de notre part, il nous donnait une fenêtre sur le monde et dans tous les domaines. Les langues que nous parlons en Afrique, dans l'intimité de nos foyers, n'ont pas cette qualité, même sur notre propre continent africain. Écoutons un haut fonctionnaire du gouvernement malgache. J'ai fait toutes mes études supérieures en France et j'ai un diplôme d'une des grandes écoles de Paris. Durant mes 2 dernières années en France, certains des cours offerts par l'école étaient enseignés en anglais. Je connaissais d'autres malgaches à Paris qui avaient également intégré d'autres grandes écoles. C'était pareil chez eux. Leur réaction était la même que la mienne. Nous avions le sentiment que si un cours était enseigné en anglais par un professeur français, c'est que le français n'avait pas la souplesse suffisante ou la structure nécessaire pour aborder le sujet traité. Si le cours était enseigné par un chercheur anglophone travaillant à l'école à titre temporaire le plus souvent, notre conclusion était que leurs équivalents français n'existaient pas. Dans les 2 cas, mes camarades et moi, nous demandions sérieusement ce que nous étions venus faire à Paris, dans la mesure où nous considérions la France au rang des nations les plus avancées dans notre spécialité. Certains de ceux qui ont suivi la même filière que moi sont devenus professeurs d'université à Madagascar. La plupart d'entre eux conseillent maintenant à leurs étudiants qui expriment le désir de poursuivre leurs études supérieures à l'étranger de partir aux États-Unis ou en Angleterre. Ils se sont mis eux aussi à publier en anglais et s'abonner aux revues scientifiques anglo-saxonnes, car si les chercheurs français eux-mêmes ne lisent plus les publications en français, pourquoi devrions-nous, nous, continuer à faire de la science en français, alors qu'aux yeux des Français eux-mêmes, il ne s'agit plus que d'une science au rabais ? À lui seul, les activités de l'IGBMC, qui veut dire Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, qui a été construit il y a plus de 20 ans sur le parc d'innovation technologique d'Illkirch, près de Strasbourg, produit le tiers des publications françaises dans les revues Cell et Nature. L'un des périodiques est américain et l'autre est anglais. Ainsi, les revues de langue française équivalentes, qui devraient normalement diffuser ces articles en priorité, deviennent les parents pauvres francophones du monde de l'édition scientifique. Malheureusement, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Très souvent, les équipes éditoriales des revues françaises de vulgarisation, telles que La Recherche ou Science et Vie,
doivent ainsi courtiser des chercheurs travaillant aux États-Unis pour écrire leurs articles, alors qu'elles pourraient obtenir tout près ce qu'elles ont à rechercher bien loin. Des exemples de cette situation aberrante sont fréquemment recensés. La Commission française de réflexion sur les publications scientifiques en langue française, présidée par Jean-Louis Boursin, qui avait remis son rapport peu avant l'an 2000, avait indiqué que dans l'évaluation des chercheurs du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique français, les publications en langue française sont classées à un niveau très inférieur à celui des publications en langue anglaise. Le rapport confirme que ce sont bien les enseignants-chercheurs francophones du Maghreb, d'Afrique noire et du Québec qui soulignent à leurs homologues français, avec une irritation et un mépris de plus en plus grand, qu'ils sont eux-mêmes les principaux fossoyeurs du français comme langue scientifique. Effet pervers numéro 9, la mise en place des monopoles du savoir. Il est intéressant d'étudier l'évolution des pratiques dans des disciplines où les questions de nomenclature sont essentielles. En effet, dans le domaine de la botanique, par exemple, on constate petit à petit une volonté de plus en plus affirmée de conférer un caractère officiel et international aux appellations anglo-saxonnes. En d'autres termes, il s'agit là d'une véritable tentative de la part des anglophones d'imposer leur langue au monde entier. Le latin occupait traditionnellement ce rôle dans la botanique, et hormis qu'il traduisait une continuité historique qui lui conférait un caractère naturel, avait pour le reste été choisi pour des raisons purement techniques. En effet, n'étant la langue de personne, son usage obligatoire dans les nomenclatures permettait de limiter les publications intempestives ou indésirables, utilisant des noms autres que des noms latins. Jacques Melot, un mycologue français établi en Islande, m'a expliqué ce qui s'est passé. En 1988, lors d'un congrès à Berlin, on avait déjà évacué autoritairement le français, qui était jusqu'à cette date l'une des langues officielles et la langue d'origine du code. La tendance est désormais à l'évacuation du latin au profit de la seule langue anglaise. À terme, lorsqu'on voudra être précis, par exemple dans les flores françaises, il se pourrait fort bien qu'il faille employer non plus Pinus cembra pour l'arole, mais Arola pine, l'Amanita mouche étant, elle, désignée par Fly agaric, au lieu de Amanita muscaria. Nous n'en sommes pas encore là, mais depuis 2012, le code de nomenclature dit de Melbourne, alors que le code de nomenclature exigeait jusqu'à cette date une diagnose latine pour valider le nom d'un nouveau taxon, cette validation peut se faire désormais à l'aide d'une diagnose ou description du taxon en latin ou en anglais, comme le stipule l'article suivant. Article 39.2 In order to be validly published, the name of a new taxon published on or after January 1st, 2012 must be accompanied by a Latin or English description or diagnosis or by a reference, see Article 38.13, to a previously and effectively published Latin or English description or diagnosis. For fossils, see also Article 43.1. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'immense majorité des chercheurs publient désormais ces descriptions validantes en anglais, y compris les Français et autres chercheurs de culture romane. Péniblement, on arrive à convaincre ponctuellement des Italiens ou des Espagnols de continuer à procéder à des validations en faisant usage du latin, mais ils prennent souvent l'excuse d'une publication conjointe avec des chercheurs non romans pour utiliser l'anglais à la place du latin, d'autant qu'ils le font dans des articles rédigés la plupart du temps en anglais. Dans le cas du bulletin de la Société mycologique de France que dirige Jacques Melot, ce dernier a mis dans la charte que seules les descriptions ou diagnoses validantes en latin étaient acceptées, ce qui fait que cette revue fonctionne encore avec le latin seul. Il est fort probable qu'il s'agisse là de la seule maison d'édition de revues mycologiques à avoir eu la présence d'esprit et surtout la détermination de faire barrage à l'anglais dans ces circonstances. L'avenir est facile à deviner.
Après qu'hypocritement on a permis au latin de subsister, il va disparaître de lui-même à plus ou moins court terme, ce qui finira par être peu après entériné par une nouvelle formulation de l'article 39.2, d'où le latin sera expulsé dans l'indifférence générale, puisque plus rien ne sera validé en latin. Les pressions, surtout anglo-saxonnes, pour faire disparaître le latin ne datent pas d'hier, et à chaque congrès, il y a eu des propositions de modification allant dans ce sens. Au moment du vote, cependant, une petite majorité arrivait à faire barrage à ces propositions. Mais ce qui devait se produire tôt ou tard s'est produit en 2011 à Melbourne. En fait, le ver était dans le fruit car on avait créé un précédent, minuscule mais bien réel, en 1994 lors du congrès de Tokyo, en acceptant des descriptions en latin ou en anglais dans le cas des fossiles qui ne concernaient qu'un nombre infime de chercheurs. Voir article 43 du code actuel dit de Shenzhen. Devant un tel événement minime, du moins perçu comme tel, personne n'a jugé utile de dépenser son énergie à s'y opposer. Il ne fait aucun doute que le but recherché était la généralisation du latin ou de l'anglais pour, à terme, éliminer le latin, et que ceux qui sont à l'œuvre derrière cela y sont parvenus. Ils sont parvenus à leur but à force de patience et de ténacité. Il faut reconnaître que les anglophones manœuvrent très habilement pour conforter leur position en utilisant souvent des techniques furtives qui fixent l'attention sur une proposition innocente et apparemment utilitaire, tandis que l'objectif recherché est l'appropriation en amont et en aval de tous les mécanismes et activités qui permettent de percevoir l'équivalent d'un impôt tangible ou intangible sur toute valeur ajoutée par des travaux effectués n'importe où sur la planète, dans quelque domaine que ce soit. Effet pervers numéro 10, mimétisme compulsif. Il est clair que les modèles d'organisation pour la recherche sont de plus en plus inspirés par ce qui se fait dans les pays anglophones, et plus particulièrement aux États-Unis. En France, par exemple, la réforme de la recherche dans les années 70 était basée sur une adoption partielle du modèle américain. Mais cette tendance s'est poursuivie. L'un des problèmes principaux est la dévalorisation de l'enseignement, la valeur d'un professeur étant proportionnelle au nombre de publications. La recherche est ainsi appauvrie, car à court terme, elle a pour objectif de publier un maximum. Cela entraîne un abandon des recherches nécessitant des investigations longues et incertaines. En sciences de la Terre, du moins, finit le méticuleux travail de terrain. On privilégie les travaux conceptuels, souvent fondés sur la seule réflexion à partir de la littérature existante et appliqués à des sujets suffisamment amples pour ne pas pouvoir faire l'objet de vérifications expérimentales avant longtemps. Si le chercheur ne triche pas sur ses résultats, il triche sur le choix de son sujet et sur son cadre d'expérimentation. On favorise aussi les signatures multiples, chaque signature comptant pour l'addition des publications examinées par la hiérarchie, à l'université comme au CNRS, car les experts chargés d'évaluer, à l'université comme au CNRS, se contentent trop souvent d'additionner. Un boulier ou une balance ferait souvent tout aussi bien l'affaire. Il faudrait ajouter que dans de nombreuses institutions d'enseignement supérieur, les présidents d'université utilisent exclusivement les index de citation états-uniens pour établir le classement de leurs professeurs, à l'exclusion de tout autre critère. C'est un peu comme à la télévision. Celui qui est le plus cité est le plus populaire, et tant pis pour ceux dont les États-Uniens n'ont pas entendu parler. La langue unique préside également à la réorientation automatique des recherches vers des activités qui sont dans la ligne des objectifs industriels anglo-saxons. En France, par exemple, les budgets de recherche publique sont très largement dans la ligne des priorités anglo-saxonnes, bien qu'il s'agisse de budgets établis par des instances ministérielles ne travaillant sous aucune contrainte américaine. La plupart des budgets de recherche des pays industrialisés sont fréquemment des calques des budgets de recherche américains, en dépit du fait que ces budgets sont proposés par des prétendus experts et approuvés par des hauts fonctionnaires travaillant en toute liberté.
Ce mimétisme compulsif a des conséquences désastreuses, car il débouche sur des programmes d'inspiration concurrentielle, mais qui ne peuvent s'inscrire dans une logique véritablement novatrice. Dans les faits, les budgets suivent les tendances telles qu'elles sont perçues ailleurs, mettant ainsi les chercheurs en position implicite de suiveurs, les condamnant ainsi, dans la plupart des cas, à des contributions essentiellement techniques. Effet pervers numéro 11. Le paradoxe de l'usage de l'anglais comme facteur d'occultation des activités de recherche industrielle dans les pays non anglophones. Ilog fut autrefois un éditeur de logiciels français qui, depuis son émergence, excluait totalement la langue française de ses logiciels et de ses manuels d'utilisation en France même, pensant ainsi pouvoir plus facilement conquérir les marchés internationaux. Cette pratique occultait complètement sa visibilité en tant qu'entité française à l'extérieur comme à l'intérieur des frontières du pays, tant et si bien qu'il était facile de rencontrer dans les universités françaises des professeurs d'informatique qui croyaient, dur comme fer, qu'Ilog était une compagnie 100% américaine. Elle n'a jamais conquis les marchés internationaux, mais fut rachetée par IBM et disparue, tout comme Realvis, qui exploitait des techniques développées à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, et qui fut racheté par Autodesk, une autre société états-unienne. On pourrait ainsi multiplier les exemples du même type. Des petites sociétés françaises œuvrant dans le domaine de l'informatique et qui avaient développé un savoir-faire unique dans des domaines précis sur la base de travaux effectués dans des laboratoires financés par le contribuable français, passent de manière presque systématique dans le giron d'une société étrangère bien avant d'avoir pu briller en tant que société française et rembourser par leurs impôts les deniers publics qui leur ont permis de se créer et d'émerger, souvent au sein d'incubateurs qui les exemptent légalement d'impôts pendant au moins 5 ans. Les anglomanes forcenés qui étaient à leur tête ont créé les conditions parfaites, non pas pour que ces entreprises prospèrent à l'échelle nationale, mais pour que toute la matière grise qu'elles représentaient soit littéralement aspirée, pompée, siphonnée par des entreprises états-uniennes similaires. L'ancienne société Cosmobay, qui faisait de la banque à domicile, ainsi que Aimé Interactive, CD-ROM éducatif et culturel, eurent leur domiciliation en France, tout comme les sociétés très innovatrices Ilog ou O2 Technologies. Là aussi, pour être prises au sérieux par les investisseurs français et les responsables gouvernementaux, tout autant que pour diminuer leur propre complexe d'infériorité. Les noms, les désignations et l'essentiel de leurs produits furent en anglais, diminuant encore plus leur visibilité à la fois sur le plan national, puisqu'elles furent souvent assimilées à des compagnies américaines, ce qu'elles devinrent pour la plupart d'entre elles, après leur absorption par des groupes américains, contribuant ainsi à l'affaiblissement de la perception que l'on a, à l'étranger, des contributions techniques de l'Hexagone en matière d'informatique. Se référant à sa propre société, Pierre Arène, PDG d'Ilog, donc qui a disparu, il déclarait « Le critère d'une entreprise réussie est son impact sur le monde. Le seul petit problème que posa cette compagnie, comme nous l'avons vu, c'est qu'elle ne fit que renforcer la réputation de l'informatique américaine. De ce fait, elle contribua à l'affaiblissement de la perception du tissu informatique francophone, français et européen en général. L'étudiant informaticien ne vit jamais en Ilog, une société installée au Val-de-Marne, près de Paris. Au contraire, elle se dilua dans l'ensemble des innombrables sociétés de la Silicon Valley, et pour l'étudiant en informatique, c'est elle seule qu'il perçoit comme le futur tremplin d'une carrière réussie. Écrire la science et décrire les techniques développées par les francophones en français, c'est leur donner une représentation pour nous tous, c'est-à-dire les rendre présentes. En anglais ou une langue autre que le français, leur représentation nous échappe et ce manque les rend absentes à leur propre environnement, à nous-mêmes et par conséquent aussi aux autres, sauf par ceux qui les rachetèrent, bien évidemment. Effet pervers numéro 12. Monopole sur le marché international de la formation. En Europe, chaque année, les universités anglaises sont prises d'assaut.
C'est le passage quasi obligatoire de milliers d'élèves ingénieurs français et autres européens qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme pour prouver qu'ils parlent la langue des maîtres, alors qu'à de rares exceptions près, les cours qu'ils suivent sont de pâles copies de ce qu'ils ont déjà étudié et qu'ils y perdent leur temps. En dépit d'atouts tangibles inexistants, le séjour en Angleterre et l'infériorisation qui en résulte est une étape du parcours de notre élite technicienne, prescrite de manière quasi obligatoire par nos dirigeants et nos chefs d'entreprise. Les Anglais exploitent d'ailleurs les tendances masochistes des Français de manière très habile et emploient souvent à plein temps des agents de recrutement qui sillonnent l'Hexagone ainsi que d'autres pays, faisant la promotion des établissements auxquels ils sont rattachés en utilisant à peu près toujours les mêmes arguments, surtout d'ordre linguistique. La connaissance de l'anglais est censée faire de nous des citoyens européens et internationaux. En fait, le séjour en Angleterre crée surtout le réflexe de s'exprimer automatiquement en anglais avec des anglophones et de maintenir le francophone natif, et bien d'autres, dans un état d'infériorité systémique admise par rapport à l'anglophone natif. Les autres Européens non anglophones ne font pas exception en la matière, bien que ce réflexe ait des conséquences graves. Mais il s'agit essentiellement d'un pèlerinage, correspondant à une nouvelle religion. Tous les cadres de la succursale parisienne de la firme de consultants Arthur Andersen sont envoyés en formation à Chicago. Il serait plus économique de les former à Paris. Mais le but réel de l'opération est un pèlerinage, un endoctrinement. Dans le temple des headquarters de Chicago, le nouvel employé apprend à respecter ses maîtres et à appliquer leur philosophie. L'usage de l'anglais est également imposé, naturellement, pour ainsi dire, puisque le stagiaire est aux États-Unis, souvent mélangé à des stagiaires en provenance d'autres pays, avec lesquels il peut ainsi communiquer. La compagnie ne lésine pas sur la qualité de ses conférenciers et une débauche d'outils audiovisuels est déployée, dont le but est non seulement de convaincre, mais aussi de court-circuiter l'esprit critique des stagiaires. Le but n'est pas de faire de ces derniers des Américains, mais de les mettre au service des intérêts américains. On pourrait en dire autant pour les autres cabinets américains de consultants, tels que McKinsey, A.T. Kearney, BCG, Boston Consulting Group, Bain & Company, Arthur Little, Mercer Management Consulting, Price Waterhouse Coopers, Ernst Young, KPMG, Deloitte Touche, pour ne citer que les plus importants qui ont tous des succursales parisiennes. Tout récemment, le gouvernement français, y compris le président Macron, a été éclaboussé par le scandale McKinsey, du fait que ce cabinet a été engagé à prix d'or pour conseiller, à raison de 2700 € par jour et par consultant, lors de la campagne vaccinale de la Covid. Cela pour un total avoisinant le milliard d'euros, alors qu'un haut fonctionnaire français de catégorie A+, coûte 362 € par jour à l'État. L'explication derrière ce scandale ne repose pas sur des pots de vin hypothétiques payés par McKinsey aux responsables des dossiers, mais sur l'infériorisation systémique des hauts fonctionnaires français dans leur ensemble vis-à-vis des Américains et de leurs prétendues compétences dans tous les domaines. De plus, les Américains et Anglais ont habilement noyauté de nombreuses organisations chargées de promouvoir les échanges estudiantins entre les divers pays d'Europe, qui ne fonctionnent qu'en anglais, et qui demandent aux établissements concernés de leur fournir des catalogues rédigés dans cette langue uniquement. Ils exercent indirectement une pression auprès des universités et écoles d'ingénieurs situées dans des pays non anglophones pour qu'elles offrent des cours et même des cursus complets en anglais. L'une des dernières trouvailles anglo-saxonnes est basée sur l'enseignement à distance, dont les principes sont habilement exploités pour vendre du vent et de l'anglais. Créée par décret royal en 1969, l'Open University est aujourd'hui la plus grande des universités britanniques. Plus de 2 millions de personnes ont suivi ses cours et des centaines de milliers ont obtenu ses diplômes universitaires. Spécialisée dans l'enseignement à distance, elle est censée dépêcher sur place les services d'un assistant, d'un tutor, à partir d'une dizaine de personnes. Mais en fait, elle distribue des CD-ROM d'enseignement interactif dont le prix de revient est négligeable.
Et maintenant, elle offre essentiellement des services en ligne via Internet. Bien entendu, tous les cours sont en anglais. Ce sont ainsi des milliards de francs, d'euros ou de dollars qui sont ainsi drainés chaque année par les universités et instituts de formation anglo-saxons aux dépens de leurs équivalents francophones et autres instituts non anglophones. En reconnaissant explicitement ou implicitement une langue scientifique internationale, on a déchu les autres de ce rôle et redirigé les jeunes, intéressés par un complément de formation à l'étranger, vers les pays anglo-saxons en quasi-exclusivité. On a, par le même coup, porté atteinte au prestige des formations dispensées par les non-anglophones et mis en doute leur valeur dans la mesure où elles étaient ainsi désertées par les étrangers. Certaines institutions dans les pays scandinaves, bientôt suivies par des universités d'autres pays d'Europe du Nord, ont, pour pallier cette situation, commencé à offrir des cursus de formation partiellement ou entièrement en anglais. Elles n'ont pas réalisé que les étudiants internationaux ont pleinement conscience que la qualité de la langue véhiculaire est automatiquement associée à la qualité de l'enseignement tel qu'il est perçu à l'étranger et que l'enseignement qu'elles offraient en anglais ne pourrait jamais qu'être un sous-produit de l'enseignement qu'elles dispensent dans leur langue nationale respective, ce dont les étrangers ont parfaitement conscience. Au lieu d'attirer les meilleurs, elles ont attiré les étudiants les plus médiocres qui ont été surtout désireux de faire du tourisme universitaire aux frais de programmes européens tels que Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua et Minerva, qui furent et sont, pour certains encore, censés promouvoir l'éducation à l'européenne et les échanges visant à l'émergence chez les jeunes d'une conscience européenne. Les universités européennes situées dans les pays non anglophones qui offrent des cours en anglais pour attirer les étudiants non européens ne se rendent pas compte qu'elles n'attirent que les bras cassés et ceux qui se sont vus refuser leur entrée dans les universités américaines, britanniques ou australiennes. On ne le dira jamais assez. Le premier choix d'un étudiant qui choisit d'aller étudier en anglais est bien entendu une université ou une école d'ingénieurs authentiquement anglophone, car on sait pertinemment que la qualité de l'enseignement dépend bien évidemment de la qualité de la langue utilisée, et cela quelle que soit la discipline. Effet pervers numéro 13, privilège insensé accordé aux anglo-américains et aux organisations qui les représentent. L'image d'une langue scientifique omniprésente, d'une utilité absolue et présentant une supériorité tellement écrasante, remet immédiatement et implicitement en question l'utilité des autres. La dichotomie est claire. D'un côté, un langage universel et adaptable à l'infini, de l'autre, un patois, sympathique peut-être, mais qui deviendra rapidement inutile. Mais cela va encore plus loin. L'anglophone de naissance devient ainsi supérieur aux autres. C'est ainsi que dans des pays non anglophones, des sociétés privées et même des organismes d'État indiquent de plus en plus une préférence marquée pour du personnel de langue maternelle anglaise dans leur offre d'emploi et vis-à-vis desquels les autres compétences ou formations apparaissent désormais secondaires. Ces annonces de nature discriminatoire ont d'ailleurs suscité des poursuites judiciaires dans la région bruxelloise où cette pratique semble être encouragée par des instances européennes. Autre exemple, le conseil d'administration de l'Institut Curie nommé, il y a déjà 25 ans, le professeur Howard Green de la Harvard Medical School, président de son conseil scientifique. Il ne manque pourtant pas de grands spécialistes français ou francophones dans le domaine, ni même de spécialistes étrangers autres qu'américains, mais le complexe d'infériorité des membres du Conseil était tel que seul un Américain pouvait, dans leur esprit, cautionner leurs activités par sa seule présence et s'approprier, bien sûr, au passage, toute découverte significative, comme cela est la règle dans ce genre de situation. Dans la même veine, quelques années après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie de Yeltsin, alors subjuguée par les États-Unis, avait même sollicité plusieurs fondations américaines pour aider le ministère de l'Éducation à restructurer la recherche civile dans ce pays. Pour des raisons découlant de la même logique, toutes les antennes parisiennes des grands cabinets de consultants américains, c'est-à-dire Arthur Little, Arthur Andersen,
BCG, Price Waterhouse, etc., réalisent l'essentiel de la clientèle française dans leur domaine d'activité, alors qu'on ne compte plus à travers le monde les échecs, les clients insatisfaits et les milliards gaspillés en pure perte pour leurs prétendus conseils inutiles ou même nuisibles. Voir à ce titre l'ouvrage de James O'Shea et de Charles Madigan intitulé Dangerous Company, publié en 1997 chez Penguin. Actuellement, tous les cabinets français qui veulent survivre dans le domaine de la consultation se voient quasiment obligés d'adopter des méthodes et des noms anglo-américains pour être pris au sérieux. Dans la même veine, on apprend tout récemment, en avril 2022, que la Commission européenne de Bruxelles a payé 1 million d'euros à McKinsey pour un rapport de 34 pages, 34, sur l'intelligence artificielle et ses applications industrielles critiques, alors qu'il s'agit d'un rapport creux dont le contenu aurait pu être rédigé par un étudiant stagiaire, à méditer. Effet pervers numéro 14, pratique discriminatoire de recrutement des chercheurs étrangers et occultation fréquente de la médiocrité de certains travaux scientifiques accomplis dans le cadre de programmes d'échange et de coopération internationale. Tous les laboratoires de recherche publics favorisent les collaborations internationales et essayent d'attirer des chercheurs étrangers. Si certains bénéfices tangibles plaident quelquefois en faveur de telles collaborations, il faut remarquer aussi qu'elles confèrent aux laboratoires impliqués une grande visibilité et qu'elles permettent une réciprocité des échanges pour les membres des équipes d'accueil, toujours flattés de pouvoir souligner l'importance de leur travail par le biais d'une invitation émanant d'un laboratoire étranger. C'est ainsi qu'il existe chaque année, dans les laboratoires français financés par l'État, comme dans leurs équivalents dans le reste de l'Europe, un certain nombre de postes temporaires réservés aux chercheurs étrangers. La pratique d'annoncer ces postes en anglais est devenue chose courante, puisque l'on considère que les chercheurs étrangers ne sont pas censés toujours connaître la langue du pays d'accueil. Ces offres en anglais qui apparaissent dans les revues spécialisées ou sur des sites internet, en France et dans le reste de l'Europe continentale, ont donc pour but de permettre aux postdocs et chercheurs étrangers de postuler dans le cadre de programmes d'échange communautaire ou de coopération internationale à l'échelle mondiale. En France, hélas, ces offres établissent ainsi une préférence implicite pour les candidats anglophones au détriment des candidats francophones étrangers. Les étrangers de langue française, qu'ils soient suisses, belges, québécois ou africains, tendront à s'en exclure naturellement. Par conséquent, la pratique de rédiger des annonces en anglais pour des emplois en France qui, intrinsèquement, n'exigent pas l'usage d'une langue étrangère est discriminatoire. Elle élimine presque de fait de nombreuses candidatures de francophones compétents, qui de plus éviteraient à l'organisme d'accueil les contraintes qu'un étranger non francophone impose automatiquement à son entourage. La simple observation montre qu'un postdoc qui parle la langue du pays d'accueil apporte à ses hôtes et retire de son séjour bien plus qu'il ne serait capable de le faire si cette condition n'était pas remplie. Voilà pourquoi il faut, en France comme ailleurs, encourager les candidatures des gens qui ont non seulement les qualifications requises, mais aussi qui parlent la langue du pays, ou au pis-aller, qui sont disposés à l'apprendre rapidement. C'est beaucoup mieux pour eux, beaucoup mieux pour le laboratoire qui les accueille. Lorsqu'un chercheur étranger impose l'usage d'une langue qui n'est ni sa langue maternelle, ni celle de son pays d'accueil, la communication doit alors se faire à travers deux interfaces, et s'appauvrit, alors que la recherche en question, quelle qu'en soit la nature, bénéficierait au contraire d'une communication aussi directe que possible, riche en vocabulaire, précise dans sa structure. De plus, le manque de clarté inhérent à ce genre de communication tend à estomper les éventuelles erreurs de jugement, l'incompétence professionnelle, les fausses déductions et les plans d'expérience erronés. Beaucoup de temps est souvent perdu ou mal utilisé. Le résultat du stage n'est souvent qu'un rapport mal rédigé ou une publication de valeur douteuse. En France, les offres d'emploi rédigées en anglais découragent les étrangers potentiellement intéressés par l'apprentissage du français. Elles annulent les bénéfices des activités des ministères, des associations nationales et internationales,
des ONG, des OING qui font la promotion de la langue française en les ridiculisant, puisque les contradictions qu'elles font surgir remettent directement en question la validité des efforts, du temps et de l'argent pour maîtriser une langue dont les principaux locuteurs eux-mêmes n'ont plus aucun respect. Enfin, je terminerai par un dernier exemple qui illustre l'esprit d'abandon et le manque de confiance accordé aux chercheurs français et francophones qui sortent du lot par les structures étatiques qui sont censées les accompagner et en faire la promotion. Il faut aller au musée de l'informatique de Boston pour découvrir que le premier micro-ordinateur, le Micral, conçu dès 1973, était français. De même, les francophones ignorent le nom de Louis Pouzin, qui est à l'origine du projet Cyclade, dont se sont inspirés Vinton Cerf et Robert Kahn, co-inventeurs d'Internet. Si les hauts fonctionnaires français avaient compris la portée de ces projets, le monde francophone aurait pu bénéficier d'une formidable avance technique. Mais les inventeurs n'étaient pas états-uniens et n'étaient pas natifs anglophones. Par conséquent, ils ne furent pas pris au sérieux par les mandarins du système technico-scientifique français. La colonisation des esprits des décideurs français est profonde. Le sentiment que seul un Américain peut accomplir une révolution en technologie est ainsi doublé d'ignorance, de masochisme et d'arrogance à un point difficilement concevable. Le cas de Jean-Pierre Petit, qui a jeté les bases de la MHD, la magnéto-hydrodynamique, il y a plus de 45 ans, n'a suscité qu'incrédulité et sarcasme dans la communauté scientifique occidentale. Néanmoins, les Russes se sont emparés des théories de Jean-Pierre Petit et ils sont partis dans le sillage des expériences qu'il avait réalisées, aboutissant ainsi, 20 ans plus tard, aux missiles hypersoniques et aux drones sous-marins à très haute vélocité, rendant ainsi obsolètes les armadas de porte-avions avec leurs frégates d'accompagnement. Le monde occidental n'a aucunement pris conscience qu'un basculement du monde est en train de se produire et que l'Occident ne peut plus désormais se permettre d'une confrontation directe avec la Russie. De même, Napoléon Bonaparte perdit sa guerre contre l'Angleterre en rejetant le projet de bateau à vapeur de Robert Fulton qui lui aurait donné un avantage décisif. Fulton était trop en avance sur son temps et ne reçut pas l'appui de l'Académie des sciences, mais en 1805, le fait qu'il fût américain ne pesa en rien dans la balance. Les complexes d'infériorité, typiquement français, n'existaient pas encore vis-à-vis de ceux qui allaient devenir leurs maîtres à penser après 1945. Comme suite logique à ce que nous venons de voir ici, dans la vidéo numéro 13, je tirerai une recommandation préliminaire sur ce qui devrait être fait dans les pays non anglophones en ce qui concerne les publications scientifiques. Je reviendrai aussi sur quelques scandales scientifiques dont l'ampleur fut directement la conséquence du degré de colonisation des esprits des peuples non anglophones et du rôle pris par la langue anglaise après 1945. Si cette série de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et les membres de votre famille. Abonnez-vous à la chaîne, devenez membre d'Impératif Français et ou pensez à faire un don à cette organisation. Vous servirez vos propres intérêts, ceux des Québécois ainsi que ceux des francophones hors Québec et la francophonie en général. Il faut que les peuples francophones se réveillent et qu'ils prennent conscience du degré de dépendance dans lequel ils sont tombés, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Nous comptons sur vous. Merci d'avance.